Tard quand même. Ce soir, nous parlons des menstrues, des premières règles. Avant d'en parler, on va souhaiter la bienvenue au nouveau bébé dans le Saré, Nina, qui a accouché d'une jolie petite fille. Nina, c'est donc la monteuse de votre émission. Et donc, félicitations aux parents. Ce soir, revenons à notre sujet. Nous parlons de la période des menstrues. Première règle, comment ça s'est passé? Le cycle menstruel, comment est-ce que vous l'avez géré? Est-ce que vous en avez parlé avec votre maman ou votre papa? Est-ce que vous en avez parlé en famille? Nous le verrons dans cette émission qui porte justement sur le mystère des premières règles. Bonsoir ma très chère. Ma très chère, bonsoir et bienvenue à vous sur Canal 2 International. Un phénomène naturel qui bouleverse généralement la vie de la jeune fille. L'arrivée des premières règles donc est source d'angoisse pour certains et s'accompagne même de petits problèmes. On en parle dans un moment. Dans un moment, justement, avec notre panel, médecins et deux jeunes femmes qui vont partager avec nous leurs expériences dans un instant. Et nous commençons par le docteur Lazare Kakisingui. Nous vous avons promis il y a 2 semaines de revenir sur cette émission. Bonsoir docteur et bienvenue. Bonsoir, merci. Vous êtes gynécologue obstétricien, j'ai oublié de préciser. Alors, on a également sur ce plateau Alimatou Raïssa qui est étudiante en langue africaine et linguistique. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir Alimatou. Okay. Comment ça va? Oui, je vais très bien, je me porte très bien. Les premières règles sont arrivées à quel âge? Les premières règles sont arrivées à l'âge de 14 ans, en classe de 3e. Et comment ça s'est passé? Bon, bref, ça a été quelque chose, on va dire, de pas trop grandiose, étant donné que j'étais déjà un peu avancée. J'étais en classe de 3e, donc la majorité de mes camarades les voyaient déjà et on en parlait depuis la classe de CM2. Ce qui fait que j'étais déjà un peu préparée, ça ne m'a pas trop surprise. Bon, quand elles sont arrivées, pour la petite histoire, je me trouvais dans la maison de ma tante. Et ma tante n'était pas là, elle était allée au marché, j'étais avec ma cousine. Et donc, je suis assise au salon, je visionne et à un moment donné, je me sens toute bizarre. J'ai l'impression que quelque chose est en train de se passer dans mon corps. Donc, je laisse passer le temps. Je fais mine de rien. Je me dis que bon, ça peut arriver. Quelques minutes après, quand je me lève, je vais à la cuisine. Ma cousine me fait constater que il y a quelque chose sur mon habit en fait. Et je me retourne un peu paniquée. Je veux savoir ce que c'est. Et elle me dit, va aux toilettes. C'est tout ce qu'elle me dit. Et elle avait déjà compris ce que c'était. Et évidemment. Elle me dit juste, va aux toilettes. Et quand je vais aux toilettes, je fais le constat. Bon, j'ai juste accueilli ça tel que c'est venu. On en parle tout à l'heure hein, de fond en comble, Alimatou. Nous avons également sur ce plateau Gladys Ondobo. Elle est coiffeuse, elle a 22 ans. Alimatou a 18 ans, elle est 22 ans. Donc je disais que l'écart n'est pas très grand. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, merci. Bienvenue Gladys. Gladys, c'était à quel âge et comment ça s'est passé? Bref, c'était à l'âge de 12 ans. Moi, j'ai perdu ma mère à l'âge de 7 ans. Du coup, je vivais avec mon papa et l'une de mes grandes soeurs qui était pas trop gentille, quoi. Je pense que j'étais à la maison, on s'amusait. Bon, autour de midi, je suis allée me coucher. Quand je me suis réveillée, j'ai constaté un palu en moi. J'ai ressenti mal au bas-ventre. Bon, avec la peur de l'en parler, je suis restée calme dans mon coin, quoi. Bon, quelques temps après, je ressens un truc en moi. Bref, le slip était déjà mouillé, je n'ai rien compris. J'ai couru à la douche avec toute la peur et tout ça. Bref, moi, je n'ai pas trop fréquenté. J'ai arrêté les classes quand j'ai pris le slip, j'ai arrêté les classes parce que mon papa n'avait pas déjà une position
Est-ce qu'on peut en reparler tout à l'heure? On va rentrer dans les détails, Gladys. Ça va être très intéressant comme émission, mesdames, messieurs. Juste, on est à l'entrée des vacances et donc c'est important de parler de ce type de sujet parce que les jeunes filles et les jeunes garçons sont à la maison, les mamans et les papas également, ma très chère. Oui, bonsoir, docteur Kakisingi. Bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve encore ce soir. Merci beaucoup. Alors, cette question triviale, c'est quoi déjà les premières règles, puisqu'on en parle? Les premières règles, si on peut parler scientifique, c'est le déclenchement d'un phénomène exceptionnel qui est la base de la maternité. C'est-à-dire celle qui n'a pas de règles ne tombera jamais enceinte. Vous comprenez? Donc c'est un phénomène qu'on minimise, mais en réalité qui est très très complexe, fait d'horloges très complexes dans la tête et qui est à la base de tout. Oui. Qui est l'aboutissement, si vous voulez, du début du phénomène de l'adolescence chez la jeune femme, avec poussée de poils, poussée, les seins qui augmentent. Il faut que ça aboutisse à ce point-là. D'accord. Alors, la dernière fois, sur ce même plateau, vous nous appreniez encore que la première année, lorsqu'il y a ces premières règles-là, il y a beaucoup de troubles. Et on aimerait savoir à quoi c'est dû cette première année des premières règles. Mais c'est que toute chose dans la nature, rien dans la nature, en quelque sorte, n'arrive brusquement. Rien n'arrive brusquement. Tout se prépare. Il y a tout un programme qui prépare l'arrivée d'un phénomène important. Oui. C'est ainsi au début des règles, ça en est autant à la fin, disons, à la ménopause. La ménopause aussi s'annonce, se prépare et puis s'accomplit. D'accord. Docteur Kakisingi, est-ce que si on n'a pas de règles, on doit s'en inquiéter? Ça veut dire qu'on est malade? Ça veut dire qu'on a un problème? Ça dépend de l'âge. Je veux dire, quand on est dans l'adolescence, si on a par exemple, je vais dire 16 ans, 17 ans, 18 ans et qu'on n'a pas de règles, est-ce qu'on... 18 ans, il faut aller faire des explorations pour voir si toute la mécanique hormonale marche. C'est quand même... 18 ans, c'est quand même beaucoup. Est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes de 18 ans, des jeunes femmes de 18 ans qui n'ont pas encore eu leur menstruation? Si. Et on retrouve souvent un déficit hormonal au niveau de la commande du cerveau. C'est le cerveau qui commande les ovaires de se mettre à produire. Et s'il y a un déficit hormonal à ce niveau-là ou une perturbation, ça n'aboutit pas. Alors, je vais prendre la situation de Gladys, elle nous expliquait tout à l'heure. Quand ses premières règles sont arrivées, elle a eu une petite fièvre. Elle ne se sentait pas très bien, c'est ça Gladys? Et c'était quoi l'état de santé? Comment vous vous êtes sentie quand c'est arrivé? Bref, j'ai juste reçu un petit palu et le mal au bas-ventre. Alors, petite fièvre, petit palu, comme elle le dit, avec une douleur. C'est régulier? Si, c'est régulier, disons statistiquement. Il y a des gens qui ont des règles qui viennent sans préavis, comme on a évoqué tout à l'heure. D'autres gens, s'il y a un phénomène concomitant, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un palu déjà dans le corps suite aux moustiques, ce n'est pas suite aux règles, suite aux moustiques, le palu en profite aussi pour s'exprimer, puisqu'il y a un petit affaiblissement de la personne et il y a un mal de tête qui s'installe. Ce ne sont pas les règles. La preuve, la même personne n'a pas toujours le palu chaque fois qu'il y a les règles. Est-ce que le palu revient ou pas du tout? Si, ça revient. À chaque fois, tous les mois? Pas tous les mois, mais il y a des mois où ça revient. Quand ça revient, c'est qu'il y a coïncidence. D'accord. Ça n'a rien à voir avec... il y a coïncidence entre le travail des moustiques et le cycle menstruel. Donc ce sont les moustiques qui travaillent. Alors, parlons un peu, Alimatou, de la première fois. Tout à l'heure, vous nous disiez que vous en parliez avec vos camarades. Qu'est-ce que se disait exactement? Donc, déjà, mis à part le fait que j'en parlais avec mes camarades, nous avions régulièrement des cours là-dessus, des cours d'EVA. Ce qui m'intéresse, c'est ce que les camarades se disaient.
Bon, en ce qui concerne ce que les camarades se disaient, c'était plus au niveau du second cycle, à partir de seconde, parce qu'en troisième, j'étais trop petite en fait. Donc, je marchais. Changé, hein. J'étais plus accompagnée des garçons. C'est quand je suis entrée au second cycle que j'ai commencé à marcher un peu avec les filles. Et c'est où des histoires se racontaient. Par exemple, il y a une de mes camarades qui disait que ses menstrues sont arrivées à l'âge de 9 ans. De 9 ans d'abord, en fait. C'est arrivé une journée, juste un peu. Et après, ça s'est arrêté complètement. Et après, c'est revenu 2 ans après. Voilà. Donc, c'était un peu bizarre. J'ai trouvé ça étrange. Je ne sais pas comment c'est possible. Je n'ai pas vraiment... C'est vrai que ça m'est sorti de la tête, mais j'ai envisagé de faire les recherches là-dessus. Le docteur va pouvoir nous l'expliquer. Et le docteur va pouvoir nous l'expliquer parce que je ne concevais pas qu'un tel phénomène se produise. D'abord, s'arrête et puis C'était l'âge de 9 ans qui vous inquiétait? 9 ou alors ans, c'était oui. le fait que ça ait duré 2 ans? Oui, les deux. Oui. Le fait que ça s'est arrêté et le fait qu'elle ait eu ça aussi tôt. Oui, Alors, donc docteur. voilà. Docteur Kakissi. C'est un phénomène, disons, facile à comprendre. C'est que tout le monde n'est pas tout le monde. D'accord. Tout le monde n'est pas tout le monde. Chaque cycle, chaque installation des règles est une histoire particulière, avec son brouillon, plus ou moins long. Je vous avais dit dans l'autre émission qu'une heure, un début des règles s'étale sur 1 an. Voilà un cas qui fait exception à la règle, qui confirme la règle en quelque sorte, où il y a eu 2 ans. La courbe de Gauss est confirmée. Ce n'est pas toujours la même chose pour tout le monde. D'accord. Alors, on va prendre le premier reportage. Oui, D'accord. on va prendre le premier reportage, mesdames, messieurs. D'ailleurs, comment il s'intitule, j'ai oublié. L'arrivée des premières règles, aussi simple que ça. Les premières règles de Nadine sont arrivées lorsqu'elle avait 15 ans. Des menstrues qui sont survenues comme un intrus. Ce n'était pas facile. Moi, ça m'a un peu frustrée. Je ne m'étais même pas gagnée parce que je ne savais même pas. Et je n'avais pas le pouvoir de dire à ma mère. Moi, ça me faisait bizarre. Entre-temps, même, c'est comme ça que je ne faisais que me laver. Je me lavais, je me salissais, je me lavais, je me lavais, je me salissais. Nadine va affronter cette épreuve sans rien dire à personne jusqu'à ce que les règles reviennent de nouveau. Ma mère ne m'avait jamais dit que voilà ce qui se passe sur la femme, comme ça, comme ça, comme ça. Mais la deuxième fois, j'ai eu le courage d'aller dire à ma mère que voilà ça, que c'est comme si je me suis même blessée. C'est comme si je me suis blessée. Elle me dit que où ça? Je dis que le sang est en train de couler dans moi là. Elle a regardé, elle m'a alors envoyé acheter le Fighters. Elle m'a dit que non, c'est normal. Ça veut dire que tu es déjà femme, que c'est tout à fait normal. À 13 ans, Gaëlle aussi n'avait jamais entendu parler des menstrues. J'avais les grands frères garçons. Donc j'étais la seule fille. C'était vraiment très bizarre. Quand je suis allée en parler directement à la maman, elle m'a dit oh, je savais que ça devait arriver, mais je ne savais pas que ça devait arriver si tôt. Elle m'a donné la serviette hygiénique. Je suis allée. J'ai gagné. Je suis allée aux toilettes, j'ai changé le sens. Je l'ai pas fait du bon côté. J'ai plutôt changé le sens. Et quand j'ai voulu remettre le slip, je me suis rendu compte que c'est pas le bon côté. Discuter de l'hygiène intime et des corollaires est pour de nombreuses familles un sujet tabou. Lorsqu'arrivent les règles, les mamans ont en général la même attitude. C'est pas facile de dire que maman est santé et saignée et tout. Avec la honte, on gère ça comme un peu. C'est quand la maman constate comment être guidée, comment ça se passe, il faut éviter les garçons et tout. Comme tu saignes déjà là. C'est ma mère qui avait découvert la grosse tache sur mon habit. Donc c'est elle qui m'appelle, elle me dit ma fille, comme tu vois là, tu es déjà une femme, il faut commencer à être prudente avec les garçons. On ne joue plus avec les garçons n'importe comment, sinon tu vas tomber enceinte. Vivre cette première expérience, c'est aussi en garder des souvenirs. Nadine a usé de gymnastique pour acheter des serviettes hygiéniques. Ça me faisait un jar. Quand j'ai eu le courage d'acheter en route, j'avais mis ça dans mon cabas, j'avais mis ça dans la bille, j'avais peur, ça me faisait...
Ça pas, ça me fait bizarre. Comme je te dis là, non. Il y a une fille là qui m'a dit que hey, la go, tu as acheté le gâteau de 500. Il a dit que hey, ça veut dire qu'elle connaît ce qui m'arrive. L'âge moyen des premières règles est de 12 ans. Les menstruations sont composées de sang et d'eau. Elles correspondent à l'élimination de ce qui aurait pu servir de nid à la fécondation d'un ovule. Le cycle menstruel vient du terme latin menstrua, donc dérivé de mens, ça veut dire mois. C'est un ensemble de phénomènes temporels qui se déroulent entre deux écoulements de sang, durant le plus souvent 28 jours, 28 plus ou moins 4 jours. Donc sa finalité étant d'assurer des meilleures conditions pour la fécondation et l'implantation de l'embryon dans l'utérus de la femme. Les symptômes des premières règles sont entre autres le développement des bourgeons mammaires, la poussée des poils pubiens, la fluidité, des pertes blanches. Merci à tous pour vos messages sur notre page Facebook /dans le Saré. Je ne vais pas lire les tout premiers parce que je reviendrai dessus tout à l'heure. On a parlé la dernière fois des rapports sexuels pendant les règles et donc Dr Kakisingi nous rappelait que ce n'est pas hygiénique du tout. Et donc on a Alexis Kene qui nous dit que les hommes qui veulent entretenir des rapports avec une femme quand elle saigne ont vraiment le cœur, ils sont forts. Je leur donne le respect. Rosine Linda Kemenye nous dit qu'elle a appris que les rapports pendant les menstrues sont souvent signes d'incantation et elle ne sait pas si c'est vrai ou pas. Donc s'il y a quelqu'un qui a une information à ce sujet, ce serait intéressant de nous le dire. Et on a Nena Ballon qui nous dit que c'est même proscrit dans la Bible, les relations sexuelles pendant la période d'impureté de la femme. Dieu lui-même est formellement interdit formellement cela, donc lui-même est formellement opposé à cela. Et donc Basile Manga qui dit que faire l'amour pendant les menstruations, là c'est une sensation forte comme un sport extrême, alors à chacun son choix. Amical Solidaire qui nous dit que le thème est intéressant, parler des règles en famille c'est un sujet tabou, surtout au sein de nos communautés, et donc la première fois ce n'est pas du tout évident. On le relevait tout à l'heure, est-ce qu'en famille vous en parliez? Particulièrement Gladys, non, on n'en parlait pas du tout. On en parlait? Non. Comment ça se passait alors? Parlons justement de cette première fois, on n'en parlait pas. De quoi est-ce qu'on parlait en famille? Quand j'ai commencé à avoir mes premières règles. Oui. Bref, moi je vivais avec ma grande soeur. J'ai deux grandes soeurs, mais une était à Yaoundé. Je suis ici avec l'autre et notre père. Et elle était trop influente. Donc quand ça a commencé, je ne pouvais pas lui dire. Je suis restée tranquille. J'ai saigné pendant 3-4 jours. Bon, je suis restée. Le mois prochain, c'est pas venu comme le mois-ci. Je conservais ça toujours pour moi. Parce que là, même à l'âge de 12 ans, j'étais trop éveillée. Parce que j'ai grandi sans ma mère. Je connaissais presque tout fait. Ce qui fait que, bon, je suis restée, jusqu'à ce que j'ai conçu la grossesse. C'est quand je conçois qu'elle constate. Quand elle constate, elle a essayé de me parler d'un avortement et tout. J'ai refusé, j'en parlais à mon père. Mon père a dit non, qu'on les j'accouche. C'est quand j'accouche donc qu'elle me fait asseoir. Elle m'apprend à compter le cycle. Elle me dit si tu avais su, tu aurais dû me dire. Donc c'est après l'accouchement qu'on parle de ça à la maison. Qu'on en parle à la maison. Docteur Kakisingi, qu'est-ce qu'on en dit? Les parents n'en parlent pas. Elle, Gladys, est tombée enceinte sans savoir du tout. Et donc c'est après qu'on en parle. On en parle à quel moment? Mais l'idéal c'est d'en parler avant. À quel âge? À 10 ans. Les enfants aujourd'hui à 10, 12 ans sont éveillés. Ce ne sont plus des enfants. Je me rappelle toujours de cette blague où mes enfants étaient devant la télé. Il y a une vache qui mettait bas. Voilà mon épouse qui passe, qui dit que mais qu'est-ce qu'on montre encore à la télé? On dit mais maman, tu ne connais pas, c'est la vache qui accouche. Donc la génération ancienne
cherchent à cacher les choses que les enfants connaissent en réalité. Et il suffit de les éclairer pour leur propre cas. Et ça ne demande pas 50 mots, c'est très simple. Et les gens devraient arriver à ce niveau-là et à transformer, comme je dis toujours, les premières règles comme un événement heureux, c'est ce qui est la réalité. Voilà, et justement, moi j'aime savoir, il faut dire que c'était déjà un événement malheureux, peut-être pour Gladys, mais on peut considérer que c'était un événement heureux ou alors douloureux pour Raïssa. Ni l'un ni l'autre. On va pas dire douloureux ou malheureux, ni l'un ni l'autre. On va plutôt dire que ça avait l'air un peu normal, étant donné que j'étais déjà préparée à cela. Donc c'est un peu la nuance avec Gladys. Oui, j'y étais déjà préparée, déjà à l'école, même à la maison, on en parlait tout le temps, j'en entendais parler. Donc notre famille est une famille assez ouverte, on parle de tout. Donc mes petites sœurs, 8 ans même, elles savaient déjà un peu, elles ont déjà une idée de la chose, étant donné qu'elles voient faire, qu'elles entendent parler. Ce qui fait que, donc, ce ne sont pas les choses qui nous surprennent chez nous. Qu'est-ce qu'on dit exactement quand on en parle en famille? Déjà, on en parle surtout quand il y a les cousins, les oncles. C'est une remarque que j'ai faite, parce que quand nous sommes entre papa, maman et les enfants, là, pas trop. D'accord. Donc il y a encore, je ne sais pas comment est-ce que je peux appeler ça, une sorte de tabou. Donc c'est quand les oncles et les tantes en parlent que nous aussi on s'intéresse, on pose des questions. C'est souvent un peu comme ça. C'est intéressant. Alors tout à l'heure dans le reportage Gladys, il y avait cette jeune femme qui a dû se cacher pour s'acheter des serviettes hygiéniques. Maintenant, vous, à 12 ans, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez réussi à les acheter tout seul, puisque vous aviez déjà ce problème-là que vous ne vouliez pas en parler? Quand j'ai vu mes premières règles, moi je vais à ma soeur et elle travaillait déjà. D'accord. Bon, du coup, il y avait un endroit où elle mettait souvent son argent et je connaissais. Non, vous n'allez pas me dire que non, vous je ne vouliez. voulais pas. D'accord. Je vais arriver. Bon, le premier jour que ça a commencé, je suis allée où il y avait son argent parce que je crois quand même que quand ça a commencé, j'ai en parlé à l'une de mes voisines, tu vois. Je lui ai dit de ne pas dire à ma soeur. D'accord. Oui, c'est elle qui me donne l'argent la première fois que ça commence. Je m'en vais m'acheter les serviettes d'hygiénisme, mais j'ai pas trop eu honte ou alors ça m'a pas trop. D'accord. Aussi avec les bref, j'avais des douleurs. Oui, je suis allée acheter, je suis rentrée, je me gagnais, je me lavais bien, bref, j'étais au propre. Quand c'est venu le deuxième mois, j'ai pris l'argent où ma soeur gardait. Quand elle est rentrée, elle m'a demandé, mon argent était telle somme, comment est-ce que je lui ai dit, ouais, j'avais faim, j'ai pris un peu d'argent, j'ai mangé, puisque la nourriture que tu as laissée n'était plus. Elle me dit, ok, ça va, ça ne dérange pas, ainsi de suite, c'est comme ça que j'ai connu. Donc tout le temps, il fallait trouver des stratégies pour ne pas dire exactement ce qui se passait. Je souhaite aux téléspectateurs d'envoyer leurs questions ici dans cette émission. On a Marquise qui demande au docteur Kakisingui, et si on allaite sans voir ses règles, est-ce que ça veut dire qu'on est enceinte, docteur Kakisingui? Je pense que Marquise nous expose son problème. Si on allaite sans voir ses règles. Oui, je suppose, hein, elle nous dit que quand une femme allaite et qu'elle ne voit pas ses règles, est-ce que ça veut dire qu'elle est enceinte? Ah oui, une femme qui a accouché, donc une femme qui a accouché, qui allaite son enfant. Et si elle ne voit pas ses règles, est-ce qu'elle est enceinte? Oui. La question est très bonne, en ce sens que le système d'allaitement, en quelque sorte, est entretenu par une hormone qui perturbe l'arrivée d'un autre enfant. Et plus un enfant tète énergiquement, généralement, plus il bloque l'arrivée des règles à nouveau. Maintenant, l'échappement se produit quand? Quand on commence à supplémenter l'enfant, on lui donne des biberons en même temps qu'il tète. Le signal qui commandait le blocage s'effrite et éventuellement un cycle nouveau se met en place. Vous voulez dire, docteur, sans préavis. Si on fait téter l'enfant, excusez-moi, pendant 2 ans, on n'aura pas de menstrues?
pas nécessairement, ça dépend de la fréquence et ça dépend des personnes. Tout le monde n'est pas pareil. C'est-à-dire que l'allaitement est efficace, si on peut dire, à 95%. C'est pour ça que nous supplémentons le 5% là avec une hormone faiblement dosée qui bloque au niveau du col. Ça fait que nous avons le 100%. Mais l'allaitement n'est pas 100%. C'est tellement vrai que dans l'ancien temps, il y avait séparation des corps pendant 1 an en quelque sorte. Le mari restait de son côté, la femme restait de son côté tant qu'il y avait l'allaitement. Jusqu'à ce que l'enfant soit vigoureux, comme on disait. Et puis après, il lançait pour la nouvelle année un autre enfant. Ça fait que les écarts entre les enfants étaient généralement de 2 ans. D'accord. Donc l'allaitement n'est pas une garantie. À 100%, c'est 95%. Donc on ne peut pas absolument dire si elle est enceinte ou pas en ce moment. Non, si elle avait eu un saignement et que le saignement ne se reproduisait pas, il a à faire un test. C'est très simple, ça coûte 2000 francs. Elle fait un test qui sera le test vérité. D'accord. On va prendre notre deuxième reportage, les problèmes liés aux règles. Les femmes ont parlé dans ce reportage là justement. On regarde et on revient. Les règles douloureuses, de nombreuses femmes ont vécu cette situation. Les dysménorrhées sont pour certaines une véritable souffrance. Il y a souvent des douleurs. Les règles, j'ai mal parfois, j'ai mal au rein, au dos, au bas-ventre. C'est un peu ça. Parfois, au début, ça me donne des vertiges, je dors beaucoup. Oui, mais oui, ça passe. Parfois, les menstrues provoquent non seulement les crampes au niveau de l'estomac, mais sont irrégulières en fonction de l'état psychologique. Chez moi, par exemple, ça varie parce que déjà c'est court et ça peut varier selon les humeurs, selon qu'on est stressé, selon qu'on est content. Parfois c'est long, parfois c'est court. Donc c'est pas toujours stable. C'est pas toujours stable et vraiment c'est la nature. Et parfois quand je suis en colère, ça en vient pour le jour normal. Oui. Quand je me fâche beaucoup, ça vient même avant. Pour d'autres, la douleur disparaît après la naissance du premier bébé. J'ai eu des petits problèmes quand j'étais encore jeune fille, quand je n'avais pas encore d'enfant. Bon, mes cycles étaient... J'avais les règles douloureuses en fait. Quand je saignais là, je sentais vraiment mal. Et puis, un médecin m'a prescrit la viscéragine. C'est ça que j'ai pris jusqu'alors j'ai commencé à faire des enfants. Et dès lors que j'ai commencé à faire des enfants, ça s'est arrêté. Donc je n'ai plus de problème de cycle. Et présentement, mes cycles sont même très réguliers. Par ailleurs, la présence de kystes peut aussi perturber le cycle menstruel. J'ai eu un problème avec mes cycles menstruels. J'ai fait plus d'1 mois, je peux dire, avec les cycles menstruels. Mais pour moi, c'était la maladie. J'avais le kyste ovarien gauche. Donc c'était encore tout petit. Et on a demandé que bon, on ne pourra pas me faire opérer puisque ce n'est pas grand. Bon, on m'a prescrit les médicaments là. J'ai fait l'échographie. On m'a prescrit les médicaments, j'ai pris et c'est fini. Les médecins expliquent que chaque femme vit différemment la période des menstrues, la physiologie et la morphologie n'étant pas similaires. Il y a d'ores et déjà un premier facteur qui est le stress. Le stress qui impute beaucoup. Le stress, la perte de poids et puis aussi certaines pathologies qui peuvent dérégler le cycle. Et aussi, on a remarqué que durant les 2 ou 3 premières années après le début des règles, il y a ces irrégularités-là. Et aussi dans le cas des femmes qui s'approchent de la ménopause. Avant d'en arriver là, la première difficulté des premières règles, c'est la protection. Ça a quand même été difficile puisque je ne savais pas ce que c'était. Et bon, j'ai pu supporter comme ça puisque je voyais souvent nos mamans du village là, couper les serviettes de la maison
pour utiliser. Puisque moi, je vivais avec quelqu'un avec qui on ne s'entendait pas trop, toute petite. J'avais même peur, puisque je ne savais pas ce que c'était. Bon, je suis arrivée à la maison, j'ai essayé de tailler une de mes serviettes, parce que j'en avais 2. J'ai taillé une de mes serviettes, j'ai commencé à poser. Mais quand je posais, ça sortait toujours, mais je ne savais pas ce que c'était. Je dis que, mais qu'est-ce qui m'arrivait même? Mais je n'ai pas parlé, j'ai pris mon mal à patience. Mais un jour, en classe, c'est arrivé à une autre fille en classe, ça l'a sali. C'est en ce moment que j'ai su que donc, ce n'est pas seulement moi, c'est à tout le monde. Il existe les règles du nourrisson. Elles apparaissent quelques jours après la naissance de la petite fille. Les métrorragies disparaissent rapidement en quelques jours pour céder la place aux règles à l'âge de la puberté. Sur notre page Facebook /dans le Saré, différentes questions et interventions. Armand K qui félicite la présence du docteur Kakising sur ce plateau et qui dit « Ah, c'est aussi ce docteur rigolo, il vous aime bien, docteur Kakising et Armand K. » Et il nous dit que nos parents doivent préparer donc les jeunes filles à la période des règles. On doit donc leur en parler. Certains parents ont honte d'en parler aux enfants. Les enfants sont de plus en plus éveillés. Donc, pour lui, déjà à 10 ans, on doit en parler avec les enfants. Il vous rejoint sur ce que vous nous avez dit il y a un instant. Alors, une question, docteur Kakising, vraiment assez rapidement. Amanka nous demande, est-ce que c'est possible qu'une femme tombe enceinte en période de menstrue? Est-ce qu'elle peut concevoir? Mais non. Le phénomène, la conception est très difficile, hein. Surtout dans le genre humain, la conception est très difficile. En période de menstrue, où il y a un flux de sang qui traverse le col pour aller à l'extérieur, ça ne permet pas aux spermatozoïdes de remonter le fleuve, si on peut dire. Donc c'est une période où vraiment c'est difficile. Ils savent pas nager. Ils nagent, mais généralement pour nager, ils sont aidés. C'est-à-dire que quand la glaire cervicale vers le 13e, 14e jour est fluide, et très fluide pour ceux qui ont observé, en fait ce sont des canaux microscopiques qui orientent les spermatozoïdes pour qu'ils remontent, pour se nicher au niveau du col, ceux qui ont une chance de trouver un canal. Tous les autres qui n'ont pas cette chance-là sont condamnés à mort. Alors, on a Ulrich Tabze qui vous demande, docteur, s'il vous plaît, dit-il, quelle est la principale cause de troubles menstruels? Il y a beaucoup de causes de troubles menstruels, c'est tout un livre. La principale cause, la plus fréquente, et que cette dame-là en a parlé, c'est les kystes au niveau des ovaires, parce que la commande se fait, mais l'ovaire, normalement, doit marcher en ce sens qu'il a une soupape par mois, en quelque sorte. Et que les autres œufs qui se préparaient doivent régresser pour disparaître. Or, s'il y en a plusieurs qui entrent en compétition en quelque sorte, ça crée une pression dans la coque de l'œuf, de l'ovaire, je veux dire, et ça empêche le fonctionnement normal des ovaires. Donc, du coup, le cycle n'est plus automatique avec production d'hormones et contre-hormones qui permettent d'avoir quelque chose qui circule, qui se reproduit régulièrement. Je veux dire que la commande, la première partie du cycle, la tête donne l'ordre de fabriquer un œuf. Il faut qu'à un moment donné, quand la tête donne l'ordre que cet œuf-là entre en éclosion, il faut que l'œuf ait atteint le volume d'éclore. S'il n'a pas atteint le volume d'éclore à ce moment-là, il reste tendu et gêne le fonctionnement des œufs qui doivent se présenter à leur tour dans le cycle suivant. Vous voyez, non? Ça veut dire que tout doit être coordonné pour que ça tourne. Si quelque chose empêche que ça tourne,
ça se bloque. Et du coup, ma très chère, juste avant, il y a la jeune femme dans le reportage qui parlait de colère. Lorsqu'elle est en colère, ça retarde ses menstrues. Alors, ça, c'est un autre phénomène. Tout effet important au niveau du cerveau supérieur influence le cerveau inférieur. C'est ce qui s'est observé très fréquemment quand il y a une grosse guerre qui se déclare quelque part avec des obus, des bruits d'obus et courses-poursuites et autres. Mais il y a bien un quart, si pas la moitié des femmes qui ont leurs règles suspendues par ce phénomène. D'accord. Et donc, docteur Kakisinghi, vous avez répondu à cette question déjà une fois, mais on revient dessus. C'est l'un de nos téléspectateurs qui pose la question, Valentin Fouendé, qui demande est-ce qu'une femme peut faire pour entretenir des relations sexuelles pendant la période des règles? Vous y avez déjà répondu, mais bon, c'est une question qui est envoyée à l'instant. J'y ai répondu en disant que une femme est un récipient. Donc un récipient peut recevoir à tout moment. Mais entre un récipient propre et un récipient sale, il y a une différence quand même. Et qui est-ce qui se sert dans un récipient qui n'est pas propre? Je ne sais pas comment il fait, mais est-ce que, à mon avis, il faut laisser le temps au temps, comme disait Mitterrand. Il faut laisser le temps au temps. Il y a un temps de reconstitution de la femme, un temps où elle n'est pas très pro les rapports, ben, il faut le respecter. Maintenant, si on peut se servir dans n'importe quel récipient qui n'est pas propre, c'est autre ça chose. risque péril. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Le sang des règles, c'est le même sang qui vient du cerveau et qui sort au niveau des règles. D'accord. Et des risques pour la femme qui reçoit des objets souillés, on va le dire comme ça? La femme, ce n'est pas un moment de confort. C'est le même phénomène que nous avons pendant le premier trimestre de la grossesse où la femme est très dérangée. Et les femmes ont absolument le droit de dire que vraiment, pendant cette période, je ne suis pas d'accord. Et c'est la dictature, ça, de se mettre à donner des ordres à quelqu'un qui n'est pas d'accord. Je ne sais pas si les filles qui sont là me contrediront, mais quand ce n'est pas confortable, il faut respecter l'opinion de l'autre. Gladys, c'est tabou d'en parler. Aujourd'hui, est-ce qu'en famille, vous parlez naturellement des menstrues et de l'hygiène intime, etc. Oui, c'est très bien. Et qu'est-ce qui se dit en famille? Actuellement, on se dit de tout et de rien ensemble, de notre père même. Ensemble de lui. Vraiment, on parle presque de tout et de rien. Je ne sais vraiment comment expliquer ça ici. Alors, quand le papa a découvert que vous êtes enceinte, on n'avait jamais parlé des menstrues dans votre famille, des règles, on n'en avait jamais parlé. Vous tombez enceinte, qu'est-ce qu'on dit la première fois? Qu'est-ce qu'on vous explique? Bref, quand je tombe enceinte, quand j'ai vu mes règles, j'ai conçu peut-être 4 ans après, 4 à 5 ans après. Je n'ai même pas conçu. Une fois, je constate que j'ai le retard de 2 mois. Donc, je vois le mois-ci, le mois qui, je peux sauter un mois, je vois l'autre mois. Et quand, une fois ça m'est arrivé, je me suis dit que j'étais enceinte, du coup, je me suis rapprochée auprès de celui avec qui je jouais, quoi. Je l'ai en parlé. C'était un bon chanteur. Du coup, c'était un bamléké. Et chez eux, je pense que j'aime bien les enfants. Du coup, il a appelé sa maman, que sa maman vient. Elle n'était pas sur Douala, elle est venue. Quand on part à l'hôpital pour faire le test de grossesse, on constate que je ne suis pas enceinte. Sa maman a dit comme j'ai avorté, comme mon papa a demandé que j'avorte. Jusqu'à elle a fait déménager son enfant où il habitait pour PK8. Je suis restée. Bon, avant qu'elle ne fasse déménager son enfant, lui et moi, on jouait toujours, quoi. D'accord. Et c'est quand elle fait donc déménager son fils, maintenant que je reste avec un bébé dans le ventre, quoi.
j'ai contacté le papa du bébé. Jusqu'à peut-être j'étais à 6 mois de grossesse, je ne le voyais pas vraiment. J'étais très timide, obligée maintenant d'expliquer, de donner tout le détail à ma soeur. Ma soeur a appelé mon papa, il est venu sur Douala, on a posé les recherches, on l'a retrouvé. Bon, on a établi un programme. Ah, il a assumé ou Il a assumé, oui. Jusqu'à nos jours, il assume, je crois. Donc, c'est après ça qu'on parlait maintenant. On m'a expliqué comment ça se passe. Mais quand j'ai commencé à avoir mes règles, j'avais un problème de mal au bas-ventre. Après l'accouchement de mon fils, je n'ai plus ce mal jusqu'à présent. Oui, et donc, c'est un cas similaire. On l'a eu dans le reportage, Dr Kakisingi, cette dame qui avait également des douleurs qui se sont stoppées lorsqu'elle a eu son premier bébé. Pourtant, on a eu d'autres cas, il y a quelques semaines, des femmes qui ont des douleurs même après l'accouchement. Ça s'explique. Ça, ce n'est pas le même schéma. Ce n'est pas exactement le même schéma à chaque fois. Il y a des femmes qui ont, si on peut le dire a posteriori, qui ont une immaturité de l'utérus avec un orifice du col qui est un peu fermé et qui crée donc une tension dans l'utérus. C'est des explications a posteriori. On ne peut pas dire d'avance comment ça va se passer pour chaque cas de règles douloureuses. On constate ce qu'on constate, on en tire les conclusions. Mais à quoi est-ce que c'est dû? On a un téléspectateur qui pose cette question. À quoi sont dues les règles douloureuses? C'est dû au fait que tout le monde n'est pas pareil. C'est toujours la même loi. Il y a des gens qui appartiennent à une famille qui a ce mécanisme-là de règles douloureuses dans son hérédité. Et celle qui a les règles douloureuses a une tante de la famille qui a eu, et ainsi de suite, si on remonte. Donc, c'est héréditaire. Et en parlant d'hérédité, est-ce que l'arrivée des premières règles est génétique? Je veux dire que Gladys a eu ses premières règles, par exemple, à 12 ans. Est-ce que forcément, peut-être sa petite fille qu'elle fera a des chances d'avoir des règles à 12 ans aussi, peut-être? Ou alors... Je vous réponds en disant que sa petite fille ne reçoit pas toutes les informations de Gladys. Sa fille, je ne veux pas de sa fille. Sa fille, oui. Elle reçoit des informations de la lignée de son père et de la lignée de sa mère. Combien de fois on voit une maman qui est teint clair à un enfant qui n'est pas teint clair. Ouais, ce n'est pas une reproduction exacte. On ne sait pas l'hérédité telle qu'elle dépend de plusieurs facteurs, peut reproduire une tante, les données correspondant à une tante ou à une grand-mère qui est déjà morte. D'accord. Vous comprenez? et par rapport à l'âge des premières règles, tout à l'heure vous disiez 18 ans, c'est beaucoup trop tard. Et est-ce que c'est possible de booster l'arrivée des premières règles de façon peut-être naturelle ou clinique? Est-ce possible? Ou il faut attendre que la nature fasse son travail? C'est des horloges, madame. C'est des horloges. Vous allez les booster comment? C'est les horloges qui sont dans la tête qui donnent le top. De même que vous ne pouvez pas vous attaquer à la ménopause en disant je m'oppose. Vous n'arriverez pas à arrêter la ménopause. Quand son temps arrive, elle s'exécute. Elle ne demande conseil à personne. D'accord. C'est des horloges. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, Raïssa, on va revenir à vous dans quelques instants. Est-ce que dans votre famille, est-ce qu'il y a cette lignée de règles douloureuses ou pas du tout? Tout se passe bien, tout va très bien chez vous? Bon, déjà que j'ai deux familles, la famille du papa et la famille de la maman. C'est ce que nous disait Dr Kakisingi justement. Donc j'ai observé quelques cas de règles douloureuses seulement dans la famille de mon père en fait. Parce que dans la famille de maman, j'en ai jamais entendu parler, étant donné que c'est un peu ouvert, donc ça peut venir de temps en temps, comme avec moi. Des fois, ça vient avec un peu de douleur, des fois, presque pas du tout. C'est surtout la fatigue, en fait, qui est signe de règles dans la famille de maman. Mais dans la famille de papa, ça vient, c'est fréquent. Est-ce que cette fatigue-là n'est pas psychologique aussi?
Ça se pourrait, mais je ne sais pas si je pourrais expliquer ça. Je crois qu'il revient mieux Pas du au tout. docteur. En fait, ça fait partie de chacun. Et surtout la fatigue. En fait, ce n'est pas une fatigue, c'est un malaise. On ne se sent pas bien. Donc, on n'est pas... On sent qu'il y a quelque chose qui va arriver. Et quand ça arrive, on est soulagé. Je n'ai jamais eu des règles. J'ai su beaucoup de conversations sur ce sujet-là. Oui. Je peux me tromper sur ce point. Non, pas du tout. Mais je relève aussi souvent le fait que lors de la période, les jours de règles, j'ai très sommeil. Beaucoup de sommeil. Je ne sais pas si c'est psychologique ou si c'est dû vraiment aux règles, mais j'ai sommeil en fait. J'ai envie de dormir tout le temps. Donc c'est pour ça que je parlais de fatigue et il a relevé en disant que c'est un malaise. Mais je ne sais pas s'il y a un lien entre le sommeil et le malaise. Bon, docteur Kakising dit qu'il n'a jamais eu des règles, donc il ne peut pas nous le dire. On a Atika Ndioya qui pose une question, on reviendra dessus juste après le reportage. Elle veut savoir, Atika Ndioya qui nous dit, je ne sais pas si c'est elle ou il, si on peut tomber enceinte et on fait le test, c'est négatif et c'est les pertes blanches qui sortent. Ah, c'est une femme. Et elle dit qu'elle a un retard de 2 mois. Donc on revient dessus juste après le 3e reportage, ma très chère. Et bien sûr, notre 3e reportage qui s'intitule la gestion de l'hygiène menstruelle. Comment on fait lorsqu'on est en pleine période de menstruation? On écoute et on regarde. Le vécu émotionnel de la survenue des premières règles a un impact sur la jeune fille. Farel et Vanel nous racontent leur histoire. J'étais dans ce lycée aux environs de 13 heures. J'étais en classe. Tout à coup, ça a commencé à sortir. Puisque moi, je n'avais jamais eu des cycles menstruels. Je comprenais parfois comment on disait. Comme ça a commencé à sortir, j'ai demandé la permission. Je suis rentrée à la maison. Une fois arrivée à la maison, j'ai cherché quelque chose. J'ai cherché quelque chose qui pourrait faire ce que ça ne soigne pas sur mon habit. C'était à la maison, je faisais 3e, je rentrais de classe un vendredi, puisque ma grande savait que je vivais, m'avait déjà parlé de cela. Un soir, aux environs de 17h, j'ai mal au bas-ventre. Et lorsque je vais aux toilettes pour uriner, je constate le sang sur mon slip. Et lorsque je rentre à la maison, ma grande soeur se met à m'expliquer ce dont il s'agit et me donne une protection. Contrairement à Farel qui s'est informé de façon hasardeuse, Vanel en avait discuté avec sa sœur aînée. Avant ça, tu en avais parlé avec ta grande soeur. Est-ce que tu en avais parlé avec ta maman? Non. Ou ton papa? Non, ma grande soeur, c'était seulement ma grande soeur. Parce que je ne m'entends pas trop. Bon, je n'ai pas trop une relation enfant-mère avec ma mère, puisqu'elle n'est pas ici. Je m'entends plus avec mes soeurs. Ta grande soeur t'en parle? Qu'est-ce qu'elle te dit exactement? Elle m'a dit que ça commence le plus souvent à l'âge de la puberté et que lorsque la fille commence à avoir ses premières règles, cela veut dire qu'elle peut déjà enfanter, qu'elle a déjà fait gomme. Bon, c'est tout ce qu'elle m'avait dit. Or, chez les jeunes femmes scolarisées, la mère est la source principale d'informations sur l'hygiène menstruelle, suivie de la sœur, des enseignants et des autres connaissances. Autre élément de différenciation, Farel utilise des serviettes lavables. À cet effet, elle doit faire preuve d'ingéniosité. Je cherche un habit propre. Puis, je découpe. Quand ça commence, je place. Quand c'est mouillé, quand c'est déjà mouillé, je retire, je lave. Quand je vois que je ne dois pas laver, je jette. Selon l'enquête de 2014 sur la gestion de l'hygiène menstruelle au Cameroun, les serviettes jetables prennent désormais le dessus sur les protections lavables. L'hygiène ici consistant à sécher la serviette au soleil après utilisation ou simplement à la laver avec du détergent. Certaines vont un peu plus loin en utilisant la javel. Dorine est passée par là. C'est comme vous avez là, tu utilises une serviette et comme il y a aussi souvent les problèmes de moyens et tout. On l'utilise, après on la rince, on met aussi le javel qu'on utilise.
pendant 2 ans. Bon, après ça, maintenant, les serviettes hygiéniques étaient un peu plus modernes, étaient bien sorties. J'ai maintenant continué avec les serviettes hygiéniques. Au sein des établissements, les responsables des activités post- et périscolaires disent sensibiliser les élèves sur l'hygiène menstruelle. Moi, je me souviens même quand j'étais encore au lycée, les enfants venaient vers moi, les filles particulièrement, tout dit, madame, je n'arrive pas à calculer par exemple mon cycle mensuel, madame, je ne sais pas comment je peux me comporter lorsque je suis en règle. Et là, je trouvais que l'enfant me faisait déjà confiance, parce que c'est ça, l'enfant faisait confiance et puis je lui donnais les conseils que je pouvais lui prodiguer. Mais avant d'en arriver là, il y a beaucoup de questions que les filles se posent. C'est le cas de Diana. Elle assimilait les serviettes hygiéniques à un aliment. Mes premiers règles à 11 ans, quand il faisait 6 ans. Donc quand il est eu, puisque je voyais souvent la publicité à la télé, ma maman me disait qu'on appelle ça serviette hygiénique. Parce que quand je voyais me dire que c'était les gâteaux, je demandais à ma maman comment appelle-t-on ces choses. Elle m'a fait comprendre que ce sont les serviettes hygiéniques. Bon, quand il avait eu à 6e, je suis rentrée, j'ai dit à ma maman que, moi, comme tu vois là, j'ai vu mes règles, il y a le sang qui coule sur moi. Ma maman, elle m'a fait comprendre que, elle m'a posé la question que tu es vraiment sûre que ce sont des règles. J'ai dit oui maman, j'ai bien eu ça. Donc, elle m'a donné 600 d'aller acheter les serviettes hygiéniques. Lorsqu'arrivent les règles, la peur est le premier sentiment qu'éprouvent les jeunes filles non informées ou mal renseignées. Les autres se trouvent dans une situation qu'elles ne parviennent pas à décrire et seule une minorité pense à un heureux événement. Alors, merci à tous vos messages sur notre page Facebook /dans le Saré. Normalement, on avait dans cette partie prévu des éléments tels que on doit se changer 3 ou 4 fois par jour, tel que c'est recommandé par, comment je vais dire ça, les marques de serviettes hygiéniques. Est-ce que c'est tout à fait vrai ou pas du tout, docteur Kakisingi, cette question-là? On doit se changer 3 à 4 fois par jour? Ça dépend minimum du flux de chacun. Ça dépend du flux de chacun. Parce qu'il y a des gens qui ont un flux très important et qui se changent, qui vont se changer 6 fois. Il ne faut pas attendre les 3 ou 4 fois par jour et se retrouver avec une tache sur les habits. Serviette lavable ou jetable? Le plus en plus, nous conseillons des serviettes officielles, si on peut dire, scientifiques, qui sont avec un tissu absorbant. Les serviettes là sont faites du même style que les couches de bébé. Vous voyez, les couches de bébé ont tout un système qui fait que c'est absorbe. Il n'y a rien qui reste en surface. Là, on parle de quelle couche de bébé? Jetable ou végétable. Ah, d'accord. À l'opposé des couches autres, avec le plastique, je ne vois pas quelle femme se mettrait avec un plastique sur la serviette lavable. Vous comprenez que les choses avançant, les serviettes lavables vont disparaître pour être remplacées par les couches les serviettes bien étudiées. Docteur Kakisingi, à chaque fois 5 secondes pour répondre aux questions. On a Tikandjoya qui nous dit qu'elle a un retard, je le disais avant le reportage, de 2 mois. Et donc elle a fait un test de grossesse et elle a des pertes blanches qui sortent et le test est négatif. C'est celle qui allaite? Non, c'est pas la même. C'est une autre. C'est une autre. Ça, c'est un trouble de cycle. Et donc, il faut relancer le système pour qu'elle retrouve encore, que les horloges se remettent à tourner comme il faut. Alors, on a Marie-Gabrielle Ngando qui nous dit que elle veut apporter juste une petite précision qu'il est possible qu'une femme tombe enceinte pendant ses règles, bien que cela soit rare. Peut-être que ça lui est arrivé. Je vous dis que les choses ont leur temps. Chaque chose a son temps. Pour que quelqu'un tombe enceinte, il faut que le système de production d'un œuf donne la progression qu'on connaît. On connaît très bien.
avec le phénomène de fécondation in vitro. Or, on ne fait pas la fécondation in vitro pendant que quelqu'un a ses règles. C'est absolument une aberration. Vous comprenez? Il y a un œuf qui démarre et qui atteint maturité pour pondre l'ovocyte. C'est l'ovocyte à ce moment-là, vers le 14e jour, qui est fécondé. Ce n'est pas un œuf en cours d'évolution. Donc pendant les règles, le système démarre. D'accord. Docteur Kakisingui, Mendel Alexis qui nous dit, qui vous pose une question. Comment remédier aux règles douloureuses pour une fille de 12 ou 13 ans? Il faut aller à l'hôpital. Et donc, une dernière question avant que ma très chère ne prenne la parole. Joseph Boumba qui nous dit que la femme doit reprendre son rôle de maman afin d'éduquer nos jeunes sœurs. Ma très chère. Oui, et c'est pour ça que je vais me tourner vers Raïssa. On parle de l'éducation, on se rend bien compte que certaines, comme vous, vous avez eu la chance d'être éduquées sur la question, mais autour de vous, comment vous vous comportez au niveau de l'établissement? Est-ce qu'il y a une méthode peut-être au niveau de l'établissement qui vous permette de vous éduquer, de vous auto-éduquer? Oui, oui. En effet, on va dire que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, oui, déjà d'être dans cette famille-là. Et ensuite, à l'école, je ne sais pas si dans toutes les écoles, c'est pareil, parce que les établissements scolaires que j'ai fréquentés, vraiment, c'était... on va dire un coup de chance vraiment, parce que je rencontre plusieurs jeunes filles, notamment même étant à l'université là, qui ne savent pas compter le cycle menstruel, qui ne connaissent pas beaucoup de choses concernant les menstrues. Au niveau du primaire d'abord, en classe de CM2, on a eu un maître, hein, pas une maîtresse, mais il en parlait régulièrement. En fait, c'est comme si c'était même son sujet favori. Ouais. Il en parlait régulièrement. Ce qui fait qu'en entrant au lycée, j'étais déjà un peu avisée. Ça vous faisait pas peur quand même qu'on parle pas de choses? Du tout, pas du tout. Non, pas du tout. En fait, c'est moi qui j'étais... L'envie me prenait des fois d'en parler avec mes camarades aussi. On en parlait, on disait que bon, pour celles qui avaient déjà, elles cachaient, elles avaient un peu honte, mais moi, je le soupçonnais quand même. Et au lycée, c'était tout pareil. En troisième, on avait des cours en sciences où on détaillait notamment. On avait même un professeur, je ne sais pas comment je vais dire ça. Un professeur assez très ouvert en fait. C'est comme s'il n'était là que pour les filles en fait. Il en parlait régulièrement tout le temps. Voilà. Vraiment quelques secondes, docteur Kakisingui. On a beaucoup de questions. Malheureusement, on ne pourra pas toutes les lire ou toutes les poser au docteur Kakisingui. Guy Louchef qui vous pose cette question, docteur Kakisingui. Il aimerait savoir si l'arrivée précoce ou tardive des règles peut avoir un impact sur la ménopause. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas un chrono pour dire la période d'activité hormonale chez la femme est de 30 jours. Non, pas du tout. Puisque, je vous donne un exemple, la plus championne, elle est quelque part à Yassa. Cette histoire, on me l'a dite. Elle a accouché à 52 ans son premier enfant, naturellement. Elle n'était pas ménopausée. Waouh. Elle n'était pas ménopausée. D'accord. Docteur Kakisingui, on a deux questions importantes aussi. Fred Alonso qui nous dit quels sont les risques qu'une femme peut courir en utilisant des serviettes lavables? Les risques, on ne peut pas trop dire qu'il y a des risques puisque les serviettes artificielles qu'on a actuellement n'ont que quelques années de présence. Nos mamans ont vécu. Il y a eu et il y a encore dans tout l'intérieur du pays des serviettes qui servent. Donc, dire que c'est une calamité, non. D'accord. Mais c'est la propriété de chacun et nos mamans savaient être propres. Et nous avons, excusez-moi de le dire, mais de toutes les femmes dans le monde, nous avons les femmes les plus propres du monde. Puisqu'elles se lavaient, elles venaient au champ, elles se lavaient aux rivières, elles rentraient propres à la maison, et ainsi de suite. C'est ça la tradition africaine. On la perd à comparer
Et il faut le dire, parce que nous qui avons été en Europe vers les années 70, on le sait très bien, il y a beaucoup de maisons, de buildings, des maisons à 3 ou 4 étages, où il y avait une seule douche. Et à côté de la concierge, elle était payante. Alors dites-moi, pendant l'hiver, qui allait se laver à cette douche? Personne. Docteur Kakisingi, Inès Pascal Yoba aimerait savoir si une femme qui ne voit pas ses règles tout le temps peut tomber enceinte. Si. Chacun a son cycle. Et la championne, mais ça, c'était pas ici, c'était en Europe, une femme voyait ses règles 2 fois par an. Mais ça n'a pas empêché de tomber enceinte. Et quand elle est tombée enceinte, il n'y avait pas d'échographie à l'époque. C'est lorsque l'enfant a commencé à cogner qu'elle s'est dit, mais on dirait qu'il y a quelqu'un là-dedans. S'il vous plaît, en fait, j'ai une question adressée au docteur Kakisingi concernant la ménopause. En fait, excusez-moi, je vais raconter. Oui, on va y aller rapidement. Oui. C'est un film que j'ai vu où il y avait une jeune demoiselle. Elle avait l'âge de 21 ans. Et elle était allée voir un gynécologue qui lui avait dit qu'il lui restait juste un ovocyte dans le ventre. Donc, elle, à une certaine période, un jour, dès qu'elle aurait vu ses règles et que le dernier aurait été évacué, elle ne pourrait plus jamais avoir d'enfant. Elle aurait sa ménopause à 21 ans. Donc, je me demande, est-ce qu'une femme, chaque femme naît avec un nombre précis d'ovocytes, d'ovaires, d'ovules, autant pour moi, dans le ventre pour que... bref, c'est là ma question. Est-ce que ça puisse finir à un moment donné, avant le délai? Oui, c'est... Finissez votre question, je reprends en 2 minutes. sa question. Le chiffre d'ovocytes primaires, enfin des pré-ovocytes, si on peut dire, que chaque femme a à sa naissance est déterminé. Il est de l'ordre de 400 000. Je dis bien 400 000. Et la femme vit combien de temps? Dans la mesure où il y a un cycle par mois, elle consomme une année, elle consomme 12 si on peut dire. Enfin, il y a plusieurs qui se présentent. Si elle en consommait même 5 ans, elle vit la vie de fonctionnement du système des ovocytes, c'est 30 ans, 40 ans. 40 fois... c'est pas grand-chose. Donc le capital est là et il n'est jamais épuisé, il n'est jamais épuisé. La championne a eu sa grossesse à 52 ans, dites-moi alors. Ok, donc on a pu s'inquiéter du fait que on a un nombre précis. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, je vais peut-être terminer avec Gladys. Voilà, Gladys qui a eu un petit problème en ce qui concerne l'éducation. Alors, qu'est-ce que vous avez entrepris de faire? Vous avez appris de votre histoire à vous? Vous avez vécu une histoire pas toujours aussi agréable. Alors maintenant, vous avez décidé de faire quoi pour changer, comme on va dire, le monde? Vous n'avez pas eu la chance qu'on puisse vous expliquer, qu'on vous éduque sur les premières règles et tout. Je ne sais pas si vous avez une petite fille ou un petit garçon. Petite fille. Alors, vous vous dites à quel moment vous allez commencer à lui parler de ces premières règles? Aussi jeune que je suis, je pense que je vais commencer très tôt. Très tôt, oui, parce que j'ai toujours dit ce que je n'ai pas reçu. J'aimerais que ma fille reçoive tout cela. Parce que moi, je pense que je n'ai pas reçu ça parce que ma maman est morte, j'étais encore très petite. Donc, je pense qu'elle va recevoir tout ça avant le temps. Elle a quel âge? 4 ans. Elle a 4 ans. Comment elle s'appelle? Chalof. D'accord. Okay. Bisous à Chalof. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour cette émission. Pendant la Coupe du Monde, nous ne serons pas là. On reviendra juste après. Et on terminera le mois et après on ira en congé pour revenir vers la rentrée. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Merci à vous également. L'idée c'était vraiment de sensibiliser les jeunes filles ou les jeunes garçons sur voilà, les parents également sur les règles. On est en train de rentrer de plein pied dans les vacances et donc ce sont des choses qui doivent se savoir. Exactement. On parlera peut-être de puberté avant d'achever totalement cette saison. On essaiera d'en parler peut-être encore avec le docteur Kakisingi. Merci docteur d'être venu. Merci beaucoup. Docteur Rigolo, c'est ce que nos téléspectateurs ont dit. Merci pour cette émission. Si elle peut, sincèrement, si les téléspectateurs peuvent retenir
qu'il faut prévenir les enfants. On ne doit plus les laisser arriver à 9 ans sans les faire asseoir en disant, toi tu es une fille, ceci va arriver, comme ça l'enfant n'a plus la surprise désagréable. Quand on est prévenu, les enfants d'aujourd'hui sont plus avancés que les anciens. Merci beaucoup, docteur. Ma très chère, on se retrouve après la Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde, bien évidemment, avec le même plaisir. Mesdames, Messieurs, merci. Bonne soirée à tous. Merci. Tell her how to say you got to know, me, I'm moving, you know, it's more than I be never.